Ah, écoute, salut Alexandre. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle rubrique du Data Sommelier. On va parler d'un projet super intéressant parce que tu t'es lancé dans la migration vers Snowflake Ouais. d'un système existant chez Foodles. Voilà, donc bah, on va passer par toutes les étapes, hein. Tu vas nous redire rapidement ce que tu fais chez Foodles, qui est Foodles, et puis les différentes étapes par lesquelles tu es passé pour bah, mener à bien ton projet. Donc, bah, c'est du live. Tu as quelques slides en support et en tout cas, merci de te prêter au jeu de cette interview. Et bah, avec plaisir, Stéphane. Je te salue également et puis bah, je te remercie de m'avoir invité dans ce format où bah, du coup, j'ai l'honneur de pouvoir présenter ce travail que j'ai réalisé chez Foodles. C'est avec grand plaisir que je suis là avec toi aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, donc comme tu le disais, c'est migration de data warehouse vers Snowflake. Moi, je me présente, voilà, je suis Alexandre Guillemine, je travaille chez Foodles. Donc, Foodles, pour ceux qui ne savent pas, on vend des cantines d'entreprise connectées. Donc, notre produit phare, c'est un frigo connecté, comme on peut le voir là sur l'image, avec une belle vitrine. Euh, Dedans, on va retrouver des plats ultra frais qui sont livrés tous les jours. Et aujourd'hui, on a plusieurs centaines de clients en France. Et c'est donc chez Foodles que j'ai réalisé ce projet de migration où la data est essentielle chez Foodles parce que comme on ravitaille chaque jour les frigos, et ben on a un vrai sujet de quelle quantité de plats mettre chaque jour dans les frigos. Parce que si on se trompe dans les quantités, et ben, si on en met trop, et bien, le résultat c'est qu'il va y avoir du gaspillage. Si on n'en met pas assez, le résultat c'est qu'il va y avoir de la rupture et du coup des clients pas contents qui n'auront pas à manger à la pause du midi. Donc la Ouais, data, j'imagine. ouais, voilà. La data chez nous c'est vraiment central. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir piloter notre parc de frigo. Et donc, forcément, il nous faut un data warehouse qui fonctionne bien, d'où cette migration vers Snowflake. Ok. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, je vais passer à la slide après. Et oui, bah, je ne me suis pas présenté. Donc, moi, je suis data ingénieur. Voilà, je suis data ingénieur chez Foodles. Et donc, ma mission chez Foodles, ça a été de réaliser une migration. Ça a été de réaliser une migration vers Snowflake, en fait. Voilà. Donc, de mettre en place euh, un data warehouse Snowflake. Ok. Donc, je vais commencer par faire un petit peu l'état des lieux. Donc, moi, quand je suis arrivé chez Foodles, il y avait pas mal de problèmes de performance sur le data warehouse existant. Donc, le data warehouse existant, c'était un data warehouse Postgre, donc, qui tombait régulièrement en panne, au sens où quasiment chaque semaine, il tombait en panne. En fait, chez Foodles, il y a environ 300 tables qui sont utilisées par 130 utilisateurs chaque semaine. Donc vraiment, on utilise beaucoup la data chez Foodles. Et, du coup, pour mettre à jour ces 300 tables, on utilise ce qu'on appelle un job DBT. C'est un job qui va tourner chaque nuit. Il tourne, quand je suis arrivé, il tournait en 5 heures et ça lui arrivait de tomber en panne pendant la nuit. Donc résultat, quand il tombe en panne, bah, on n'a pas de données à jour le matin et bah, il y a certaines équipes qui n'étaient pas en mesure bah, typiquement d'avoir les ventes de la veille et de se faire une idée de la consommation future pour mettre les bonnes quantités dans les frigos. Donc, c'était quand même assez problématique ces pannes. Ça a impacté vraiment la productivité des équipes. C'était même bloquant parfois. Un autre souci de ce data warehouse Postgre, c'est que bah, comme il était assez peu performant, eh bien, c'était difficile de tester et de réaliser des tests sur ce job DBT hein, qui tournait en 5 heures. Parce que ce job DBT, en fait, on pouvait le faire tourner que pendant la nuit. Si on essayait de le faire tourner pendant la journée, eh bien, ça prenait toutes les ressources du data warehouse. Et bah, résultat, tous les dashboards étaient impactés et étaient ralentis et les utilisateurs ne pouvaient plus également utiliser les dashboards. D'accord. Et donc, ça, c'est super embêtant parce que si un jour ce job il tombe en panne, et ben, en fait, on ne peut pas le tester facilement pendant la journée. C'est-à-dire qu'on fait une réparation et bah, en fait, on peut que attendre la nuit suivante pour voir si se fixe, si cette correction elle va porter ses fruits, puisqu'on ne peut pas D'accord. tester le job pendant la journée. Donc, c'est quand même très handicapant. Euh, un autre. Un autre truc qui était embêtant, c'est que bah forcément, comme le data warehouse était assez lent, chaque requête SQL
qui était exécuté par l'équipe data. En fait, chez Foodles, on a une équipe data, on a quelques data analystes, quelques data ingénieurs et quelques data scientists. On doit être une équipe de 5. Enfin, ça a un peu changé au cours du temps, mais voilà, on était 4-5. Et donc voilà, ces professionnels de la data, ils doivent exécuter des requêtes chaque jour, des requêtes SQL sur le data warehouse. Et si ces requêtes elles prennent 1 minute, 2 minutes, ça devient vite l'enfer pour eux de travailler. En fait, au quotidien, ça devient vite un enfer au sens où tout est extrêmement long et ils vont avoir des difficultés en fait à livrer leur projet, quoi, parce que ça va être super lent. Donc c'était mon point numéro 3, une vitesse de développement pas au rendez-vous. Ouais. Et des bouchons et des ralentissements affectant toutes les équipes. Donc ça, c'est mon point numéro 4, au sens où chez Foodles, on a une équipe de facturation qui va avoir besoin de faire des reportings chaque fin de semaine, chaque fin de mois, et à chaque fois, donc il y avait des bouchons, parce que à ce moment-là, tout le monde du coup se met à utiliser le data warehouse, et donc ça, il y avait des bouchons, des ralentissements, donc des plaintes régulières. On avait créé à l'époque un channel de data warehouse, et dans ce channel sur Slack, il y avait régulièrement des plaintes parce que les dashboards ils ne cherchent pas, ou ils cherchent trop lentement, et c'était vraiment assez embêtant. Et en 5e point, donc j'ai mis un coût important par rapport à la qualité de service, au sens où ce data warehouse il coûtait $2 000 par mois, et pour des services des services pas à la hauteur, quoi, avec tout. Donc c'était de gros problèmes de performance et des gros problèmes de stabilité, quoi. Ça devenait vraiment très très embêtant. D'accord. Donc toi, tu as hérité d'une situation, donc d'une application déjà toute faite, hein, pré-câblée, c'est ça? Oui. Et donc, est-ce que tu avais encore dans tes équipes des gens qui connaissaient l'existant d'avant, c'est ça? Tu avais les sachants encore avec toi qui ont pu Oui, t'aider? oui, heureusement, donc oui, heureusement qu'il y avait des sachants qui étaient là. Mais après, voilà, entre guillemets, il n'y a personne qui osait s'attaquer à ces problèmes de performance, Ouais, quoi. Voilà, d'accord. c'était ça le truc. Donc ils savaient, je pense qu'ils savaient qu'il y avait des problèmes, ils savaient comment c'était mis en place, mais après, voilà, c'était peut-être pas non plus leur sujet, quoi, au sens où les problèmes de performance, c'est un vrai sujet, ça se règle pas en un claquement Ouais, de doigts. ouais, c'est clair. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça que ce poste a été créé, en fait, à la base. Ils avaient essayé à l'époque de recruter un consultant, un DBA, pour résoudre ces problèmes, enfin de recruter. C'était une mission de consulting de quelques jours, et voilà, ça n'avait pas donné ses fruits, quoi. Parce que voilà, ces problèmes de performance là, ça se règle pas aussi facilement que ça, quoi. Ouais, clair. Donc voilà pour l'état des lieux, et c'est pour ça que j'ai été recruté, et c'est à ça que j'ai dû m'attaquer du coup chez Foodles. Un beau challenge, comme j'aime. Du coup, là, donc quand on a fait l'état des lieux, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va du coup mettre en œuvre comme solution. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution? Donc là, il y a plusieurs solutions. Il y a la première qui consiste à optimiser le data warehouse existant, c'est-à-dire garder le data warehouse Postgre. C'est des choses qu'ils avaient déjà essayé de mettre en place, en créant des index, par exemple, en essayant d'optimiser des requêtes, en essayant d'ajouter un peu plus de ressources sur le data warehouse Postgre. Donc ça, c'est des choses qu'ils avaient déjà essayé de mettre en place, mais voilà, ça ne permettait pas d'avoir de vrais gains de performance, quoi. Ça permet de gagner quelques secondes sur quelques requêtes, et c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire sur chaque requête, sur chaque table, sur chaque colonne. C'est vraiment un travail minutieux et qui donne pas des résultats tout de suite incroyables, quoi. Ok. Et du coup, le gros souci, en fait, c'est que Postgre, c'est une base OLTP, donc c'est une base qui est faite pour traiter des transactions, et c'est une base de données orientée ligne, et du coup, c'est pas une base de données du tout adaptée aux tâches d'analyse de données. Donc voilà, moi, quand je suis arrivé, c'est ce que je leur ai dit directement. Voilà, là, on a une base de données orientée ligne, il faut plutôt partir sur une base de données OLAP, qui est vraiment une base de données adaptée aux tâches d'analyse, quoi. C'est des bases de données orientées colonnes, et donc là a émergé l'idée de migrer du coup vers ce genre de base de données qui existe sur le marché, type BigQuery, type Snowflake, type Redshift, qui sont vraiment des bases de données faites pour de l'analyse de données, donc faites pour des requêtes qui vont aller agréger des milliers de lignes, et pas faites pour des requêtes qui vont juste insérer ou mettre à jour quelques lignes, comme c'est le cas pour une base OLTP. D'accord. Donc voilà, Postgre, c'est une bonne base de données, mais voilà, pas forcément adaptée
voilà, pour ce genre de travail. En tout cas, dans l'état actuel. Ok. Du coup, donc ensuite on s'est posé la question, du coup, quelle base OLAP utiliser? Donc pourquoi partir sur Snowflake? Donc, vraiment le choix qu'on avait là, en gros, c'était BigQuery ou Snowflake. Parce que Redshift, c'est un peu connu que c'est quand même un peu derrière par rapport à BigQuery ou à Snowflake. Et du coup, moi, tout bêtement, j'ai été regarder des reviews sur des grosses plateformes technologiques. Ça existe. Voilà, il y a des sites qui comparent ces technologies-là. Il y a des gens qui vont mettre des avis, qui vont écrire, faire des retours d'expérience. Et j'ai vu que globalement, quand même, Snowflake était légèrement au-dessus. Voilà, bon, j'espère que je vais blesser personne en disant ça. Bon, voilà, c'est mon avis. Je sais qu'il y en a qui vont être plus fans que BigQuery que de Snowflake. Ce que j'ai bien aimé aussi moi, c'est vraiment mon avis personnel, hein, du coup. Hein. Ce que j'ai bien aimé de Snowflake aussi, c'est qu'ils ont une interface un peu plus user-friendly. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est important, voilà, que ça soit facile à prendre en main par les utilisateurs, agréable à utiliser au quotidien. D'accord. Ce que j'ai bien aimé aussi de Snowflake, c'est que c'est plus facile de gérer les accès concurrents et les ressources, au sens où sur Snowflake, on va pouvoir choisir les warehouses. Donc c'est les machines qui vont aller exécuter les requêtes. On a la main pour choisir un warehouse en particulier pour une charge de travail en particulier. Alors que sur BigQuery, en fait, l'ensemble de la charge de travail est sur BigQuery et on n'a pas la possibilité de la répartir sur telle ou telle machine, en fait. Donc, il y a un peu plus de flexibilité là-dessus, je trouve, sur Snowflake. Donc c'est assez intéressant. J'en parle un peu plus loin. Je trouve qu'aussi sur Snowflake, c'est un peu plus facile de maîtriser les coûts, justement parce qu'on paye à l'usage et pas à la requête. Donc on va payer le temps d'utilisation des warehouses. Et ce qui nous a vraiment convaincu, c'est un benchmark que j'ai réalisé, que je présente juste sur la slide après. Donc là, on a réalisé un petit benchmark, donc un test tout bête. Parce que voilà, quand on arrive comme ça dans une entreprise où les gens ne sont pas forcément au courant de ce que c'est qu'une base OLAP, ils ne sont pas forcément au courant de ce que c'est Snowflake. Ils pensent que voilà, avoir une base Postgre, c'est la bonne manière de créer un data warehouse. Voilà, il faut un peu réussir à les convaincre, quoi. Et du coup, c'est pas forcément évident. Donc moi, ce que j'ai eu comme idée, c'est de proposer, c'est de réaliser un petit benchmark. Donc là, en gros, j'ai exécuté la même requête sur Postgre et la même requête sur Snowflake. Pour voilà, essayer un peu de prouver la valeur de Snowflake, pour leur dire, regardez, ça vaut le coup de faire cette migration, on va avoir des super gains de performance, ça vaut le coup qu'on s'engage dans cette voie et qu'on quitte définitivement Postgre. Et donc là, sur ce benchmark, ce qu'on voit globalement, c'est que la même requête sur Postgre tournait en 2 minutes et 10 secondes, et sur Snowflake, elle tournait en 4,8 secondes. D'accord, donc pas photo, quoi. Ouais, il n'y avait pas photo, donc ça a convaincu pas mal de personnes, et ça, c'est vraiment ce qui nous a motivé vraiment à foncer, quoi, dans cette direction, quoi, à aller vers Snowflake. Et puis là, ce qu'on voit sur ce benchmark, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cadre de ce benchmark, sur Snowflake, il y avait en gros 16 gigas de RAM. 16 gigas de RAM alloués à la machine Snowflake, et sur Postgre, c'était 120 gigas de RAM. Donc voilà, il y avait quasiment 10 fois plus de RAM, et pourtant ça va carrément plus vite, quoi. Parce que c'est vraiment une technologie adaptée à cette charge de travail, quoi. Et donc, pour tes tests de performance, tu as fait des copier-coller de requêtes avec le même modèle, le même volume. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, ouais. En fait, si je me souviens bien, c'était une requête qui utilisait 2 tables. Donc, ces 2 tables, elles existaient déjà dans le data warehouse Postgre. Ces 2 tables, je les ai copiées dans le data warehouse Snowflake. Et puis ensuite, j'ai repris exactement la même requête. Je l'ai exécutée. Il y en a une que j'ai exécutée dans le data warehouse Postgre et l'autre que j'ai exécutée dans le data warehouse Snowflake. Et j'ai même pas eu besoin d'adapter la requête, parce que Snowflake, en fait, ça a quasiment la même syntaxe que la syntaxe Postgre. Je crois même que Snowflake, à la base, utilise Postgre behind the scene, quoi. Enfin, voilà, à l'intérieur de leur moteur, quoi. Et donc, il n'y a pas eu besoin d'adapter la requête. C'était vraiment la même requête sur les mêmes données.
Puis je me suis bien sûr assuré que côté Postgre, il n'y avait pas de requête à tourner. Voilà, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas d'accès concurrent, en fait. Voilà, quand j'ai fait la comparaison, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait qu'une seule requête qui s'exécute sur Postgre et qu'une seule requête qui s'exécute sur Snowflake. Pour pas avoir. À machine vide, avec des machines vides, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Exactement. Et donc ça, voilà, quand on a fait ce benchmark, on s'est dit, bon, allez, c'est quand même assez impressionnant la différence. Donc on s'est dit, bah allez, let's go, commençons cette migration, quoi. Ok. Alors là, je voulais juste parler rapidement de la technologie derrière Snowflake. Alors pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Donc globalement, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que Snowflake, ça a été conçu pour réaliser des tâches d'analyse de données, ce qu'on appelle une base OLAP. On a un stockage orienté colonne. Donc là, on ne va pas lire ligne par ligne, mais on va lire colonne par colonne. Donc, ce qui fait que quand on veut, par exemple, faire la somme d'une colonne, et sur le disque, on va pouvoir récupérer toute la colonne d'un coup sans aller parcourir toute la table ligne par ligne. C'est pour ça que ça va aussi plus vite. Et puis il y a aussi une technologie qui permet de traiter en parallèle sur plusieurs nœuds, sur plusieurs processeurs, la donnée. Donc la donnée, elle va être découpée et elle va être traitée comme ça en parallèle. C'est ce qu'ils appellent la technologie MPP, donc ça veut dire Massive Parallel Processing, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi de Snowflake, c'est que le stockage de la donnée sur disque est indépendant de ce qu'on appelle du compute. Donc c'est la RAM, en fait, c'est ce qui va concrètement exécuter les requêtes. C'est indépendant et ça peut scaler de manière totalement indépendante, ce qui n'est pas le cas sur Postgre. Donc là, on le voit bien sur le schéma. On a Database Storage. Donc ça, c'est la couche de persistance. C'est là-dessus qu'on va aller stocker les données sur disque. Et au-dessus, on a une couche de Query Processing. Donc ça, c'est la couche de compute, en fait, où là, on retrouve ce qu'on appelle des warehouses. C'est des machines qui vont exécuter les requêtes. Et là, on a une troisième couche de Cloud Service. Donc ça rend différents services, voilà, comme l'authentification, par exemple. Okay. Donc voilà, c'est un peu ça le moteur Snowflake. C'est pour ça que c'est une belle technologie, assez unique en son genre. Et il me semble que c'est français en plus à la base. Enfin, maintenant c'est américain, mais c'est des Français à la base. Ouais, les inventeurs sont des ex-Oracle qui ont monté ça, je crois, en 2011-2012, effectivement. Ouais. Donc il y a 2 Frenchies à l'origine de cette techno, c'est vrai. Ouais, c'est trop chouette. Cocorico, j'ai envie de dire. Bah, absolument, on est d'accord. Donc après avoir fait le choix du coup de partir sur Snowflake, on a commencé à faire un audit de tout ce qu'il y a à migrer. Donc là, j'ai fait un petit listing de tous les éléments qu'il fallait migrer, en fait. Donc déjà, il y avait environ 300 tables, 300 modèles de données. Donc chez Foodles, nous, on utilise DBT pour, je ne sais pas si tu connais, Stéphane, peut-être. Oui, tout à fait. Bon, c'est un succès planétaire, DBT. Ils ont bien réussi leur coup. Effectivement, c'est simple d'accès, c'est orienté SQL et je pense que c'est ça qui fait son succès. Oui, bien sûr que tu connais aussi, c'est évident. Pourquoi je pose la question? Et du coup, DBT, c'est ce qu'on utilisait pour mettre à jour nos 300 tables. Du coup, on avait donc 300 tables à migrer. On avait aussi de nombreuses dépendances avec pas mal d'outils. Donc, par exemple, notre data warehouse Snowflake, il était utilisé par différents scripts Python, dont un script Python qui avait quand même la responsabilité de déterminer les quantités à mettre dans les frigos. Donc vraiment un script très critique. Voilà, si ce script ne fonctionne plus, grosso modo, il y a tout qui tombe, il y a le logistique qui tombe en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. C'est très critique, on ne sait plus quoi mettre dans les frigos. Il y avait d'autres applications clients comme par exemple Fivetran. À l'époque, c'était Stitch. Donc Stitch, c'est l'outil d'intégration de données qui va aller charger les données dans le data warehouse. Il y avait aussi du coup d'autres outils comme par exemple Customer.io. Donc là, c'est un outil qui permet d'envoyer des notifications email et qui va aller lire des données dans le data warehouse pour
pour décider d'à qui envoyer un email en fonction de différentes caractéristiques, D'accord. en fonction de son solde client, par exemple, en fonction de quand est-ce qu'il a été actif la dernière fois. D'accord. Donc voilà, plusieurs applications clientes qu'il fallait aussi migrer. Un autre truc à prendre en compte, c'est qu'il y avait 130 utilisateurs de ce data warehouse chaque semaine. Donc vraiment, chez Foodles, on est très data-driven, très data. Voilà, on aime bien la data, quoi. Et comme on va le voir juste après. Et du coup, il y a environ, il y a plusieurs équipes, peut-être une petite dizaine d'équipes qui utilisent ce data warehouse via des dashboards, en fait. Et ils utilisent ça vraiment au quotidien. Donc, on avait regardé, ça fait à peu près 130 personnes chaque semaine. D'accord. Il y avait également du coup 9 sources de données différentes. 9 sources de données. Donc ça, c'est les données qu'on charge dans le data warehouse. Là, j'en ai un peu fait la liste juste à droite. Donc là, on voit par exemple qu'on va récupérer des données dans HubSpot, qui est notre CRM, des données dans des Google Sheets. Voilà, les Google Sheets qui sont très utilisés chez Foodles aussi au quotidien par différentes équipes, l'équipe Data Supply, l'équipe Ops. Donc ça, c'est des données qu'on récupère et qu'on ingère dans le Data Warehouse. On a différentes sources de données comme de bases de données. Voilà, j'ai mis des types PostgreSQL, par exemple. On a une application web et une application mobile, et du coup, cette application web et cette application mobile, elle utilise une base de données PostgreSQL. On a également un Metabase, donc ça c'est notre outil de dashboarding, mais on va aussi récupérer des données dedans et les mettre dans le data warehouse. On a un Odoo qui est un ERP, et du coup qui utilise aussi une base de données Postgre. Donc ça, pareil, on récupère des données de ça. D'accord. Voilà, on a vraiment plusieurs sources de données à migrer. Et puis on a aussi 3000 dashboards et questions à migrer. C'est assez conséquent. Ce que tu appelles un dashboard, c'est une requête faite par un utilisateur, c'est ça? Ouais, voilà. Ou plus ou moins complexe. Ouais, exactement. C'est vrai que quand on pense à un dashboard, on s'imagine que c'est souvent la définition d'un dashboard, c'est on a une interface avec plusieurs graphiques, plusieurs requêtes dedans. En fait, là, le terme côté Metabase, c'est une question, en fait. Donc voilà, c'est une requête, comme tu dis, c'est une requête, et du coup, qu'on peut visualiser après. Donc c'est un graphique, quoi. Voilà. D'accord, c'est ça. Ouais. Mais là, du coup, c'était plutôt 3000 questions, en fait. Mais voilà, j'ai mis dashboard, puisque je ne sais pas si tout le monde a bien le vocabulaire Metabase en tête, quoi. Et du coup, pour migrer tout ça, on avait deux data ingénieurs à disposition, donc moi-même et Exaosia, qui était une autre data ingénieur dans l'équipe. Okay, très bien. Donc voilà, c'était un peu la montagne à gravir. Donc voilà, sortir tout ça de Postgre pour le mettre dans Snowflake. Alors, ça rame. Ouais. Donc là, j'ai refait un petit listing des utilisateurs. Donc au sens où les principaux utilisateurs, c'est l'équipe data, avec 4 data ingénieurs, 3 data scientists, un data analyst, donc qui eux vont chaque jour aller utiliser le data warehouse pour faire des requêtes, faire des analyses, créer des modèles de données. Et on a également du coup plusieurs équipes business. Et donc là, j'ai fait la liste des différentes équipes. Donc l'équipe sales, l'équipe AM, donc c'est des account managers. C'est ceux qui s'occupent des clients. L'équipe de facturation. On avait aussi l'équipe finance, les opérationnels. Donc ça, c'est les personnes qui sont dans les entrepôts et qui réceptionnent la marchandise et la dispatchent dans les frigos. D'accord. Et voilà, on a environ 130 utilisateurs actifs sur Metabase chaque semaine. En termes de stratégie, du coup, on s'est posé plusieurs questions avec Florent, du coup, mon head of data. En fait, on s'est demandé comment on va réaliser cette migration, en fait, parce qu'il y avait globalement plusieurs stratégies. Donc déjà, en plus de cette migration, il y avait un sujet de refonte des modèles de données, en fait. C'est-à-dire qu'on avait des modèles de données déjà existants et qui étaient plus forcément à jour, qui n'avaient pas forcément été
implémenté selon les meilleures pratiques. Voilà, il y avait quand même de la dette technique, et donc il y avait ce sujet de refonte de modèles de données qui était aussi présent. Et donc on s'est posé des questions du type est-ce qu'on doit d'abord refondre les modèles pour ensuite faire la migration vers Snowflake, ou d'abord migrer les modèles tels quels, puis les refondre ensuite une fois qu'ils sont dans Snowflake, ou faire les deux en même temps, c'est-à-dire je prends un modèle, je le mets dans Snowflake, je le refonds, et puis ensuite passe à un deuxième modèle que je mets dans Snowflake, que je refonds. Et puis voilà, faire les deux un peu simultanément, quoi. Et l'application d'origine, c'était déjà un développement maison, ou c'était l'achat d'un package tout fait? L'application maison, tu veux dire Ouais, le Postgre d'origine, c'était déjà la construction maison d'une application complètement customisée pour Foodle, c'est ça? Ou ça a été l'achat d'un package commercial finalement? Alors le Data Warehouse Postgre, il était hébergé sur Heroku, qui est Heroku, c'est comme un AWS, un peu moins bien, quoi. Enfin, c'est un cloud provider, quoi. Ouais. Et donc c'était une base de données auto-managée, par Heroku. D'accord. Et la modélisation, l'application, c'était déjà du développement interne Foodles à l'époque? Oui, la modélisation, les modèles de données. Ouais. Oui, en fait, la plupart des modèles de données, en fait, ils ont été implémentés par des data analysts, en fait, et des data ingénieurs. Donc c'est eux qui ont implémenté les modèles eux-mêmes dans DBT, donc à partir des sources de données que j'ai présentées tout à l'heure. D'accord. Et donc voilà, on avait ces trois options, et on s'est posé la question de quelle est l'option la plus intéressante, et au final on a fait le choix de partir sur une migration des modèles tels quels, c'est-à-dire les migrer tels quels. Ouais, copier-coller. Voilà, c'est ça, ne pas chercher à résoudre des défauts. Vraiment, on les prend tels quels, on prend tous les défauts et on les met dans Snowflake, et ensuite après on fait le choix de les refondre. Alors pourquoi on a fait ce choix-là? Tout simplement parce qu'on s'est dit que la refonte va aller beaucoup plus vite une fois qu'on sera dans Snowflake, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Pas s'embêter à refondre des modèles dans Postgre, alors que ce Postgre-là, en tout cas, était super lent. Oui, et puis tu avais déjà un gain immédiat, passer de 2 minutes plus à 4 secondes et quelques. Donc, je pense qu'il n'y avait pas besoin de se poser la question immédiatement. Tu avais un gain de performance immédiat. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a. Ouais, c'est ça. Donc, on a tout de suite fait le choix de partir du coup là-dessus. Et ensuite, du coup, en termes de migration, donc quelle stratégie? C'est-à-dire que en fait, on va migrer au fur et à mesure. Donc, vraiment, donc d'abord, on va migrer les modèles de données. Non, d'abord les sources. Donc vraiment, la première étape, ça a été de mettre toutes les sources de données dans le data warehouse pour avoir ce qu'on appelle les raw data. C'est la couche. Il y a 3 couches, voilà. Bronze, argent, or. Donc là, vraiment, la première couche qui est la couche bronze avec les raw data. Donc ça, c'est la première étape, mettre vraiment les données sources dans Snowflake. Ensuite, migrer les modèles DBT, voilà, pour créer les tables. Une fois qu'on a les tables, là, on va pouvoir migrer les dashboards, on va pouvoir migrer les scripts Python, puis on va pouvoir migrer les autres applications clientes du data warehouse, telles que Customer.io ou Fountain9. Donc c'est vraiment ça les étapes. L'idée, ça va être de le faire au fur et à mesure. Et de débloquer des accès à Snowflake au fur et à mesure. Donc, d'accord. Voilà. C'était ça la stratégie, du coup. Donc en termes de calendrier, voilà, c'est plus ou moins ce que je viens de présenter. Donc voilà, petit 1, intégrer les sources de données via Fivetran, qui est notre outil d'intégration de données. Donc, voilà, pour avoir notre couche bronze. Ensuite, migrer les modèles de données. Ensuite, onboarder une partie de l'équipe data sur ces modèles de données. Donc ça, on a fait le choix d'onboarder assez vite l'équipe data sur les nouveaux modèles de données pour qu'ils nous aident en fait à faire le travail de validation. Ça, c'est une vraie difficulté en fait quand on migre des modèles. Il faut réussir à valider les modèles qu'on migre. Il faut s'assurer que les tables qu'on met dans le data warehouse qu'on a migrées, qu'elles soient correctes, qu'elles contiennent des bonnes données, et que ce soit des données similaires à ce qu'il y avait dans le data warehouse Postgre, qu'il n'y ait pas de différence. Et du coup, pour faire ce travail de validation, c'est quand même pas mal appuyé sur l'équipe data. Ouais. Au sens où parce que dans DBT, on peut écrire des tests. Donc il y avait des tests de validation qui étaient déjà écrits, qui étaient déjà existants.
Donc ça, c'est bien, on peut s'appuyer là-dessus, mais les tests, ils couvrent pas tous les cas. Et donc forcément, on s'est dit, on va vite onboarder l'équipe data dessus, comme ça, si jamais ils voient des défauts, ils vont pouvoir nous les remonter et on va pouvoir les corriger assez rapidement. D'accord. Tu as impliqué peut-être les gens du métier également, parce qu'eux ont une vision très pragmatique de la data. Ouais. Elle est là, elle n'est pas là, est-ce qu'elle est correcte? Et je pense Ouais. qu'ils peuvent remonter facilement les anomalies. Ouais, on les a impliqués donc à l'étape de migration des dashboards, parce qu'en fait, les métiers, eux, c'est surtout, ils utilisent la data surtout via les dashboards et les questions métabase. Donc c'est à partir de cette étape-là, en fait, on a procédé de la même manière aussi avec les métiers, ouais. C'est-à-dire, on a commencé à migrer des dashboards et on a commencé à ouvrir des dashboards sur les données un peu les plus critiques. Et puis, nous, on a quand même fait des validations de notre côté, mais on s'est dit, bon, si jamais il y a des erreurs, les métiers vont nous les remonter. Et du coup, à partir de là, on pourra faire les corrections. D'accord. Donc voilà, en petit 4, migrer les dashboards et questions métabase. Et en 5, migrer les autres applications clientes du data warehouse. Donc voilà. Donc là, j'ai mis un petit calendrier avec toutes les étapes. Donc avec Florent, on a vraiment fait cet effort de planification. Voilà, pour bien communiquer aux stakeholders les grandes étapes du projet. Ouais, je vais peut-être pas toutes les passer en revue. Non, simplement, peut-être tu peux résumer, ça s'étale sur quelle période en fait? On ne voit pas très bien. Ouais, c'est sur quel temps en fait? Ouais, on a commencé en septembre et je crois qu'à la base, on se disait que ça allait prendre 3-4 mois, au final, ça a pris 6 mois. 6 mois, d'accord. Ouais. Bon, ça reste raisonnable pour une migration de ce genre, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un travail assez conséquent. Ouais. D'accord. Donc là, j'ai mis un petit schéma d'architecture de ce qu'on visait. Je vais passer en revue les différents composants. Donc au centre, on retrouve Snowflake. À gauche, on retrouve Fivetran, qui est l'outil d'intégration de données. En bleu, ce sont les différentes sources de données qu'on cherche à intégrer dans notre data warehouse via Fivetran. Donc Fivetran va aller récupérer ces sources de données et les mettre dans Snowflake, dans une première base de données qui s'appelle la base de données source. C'est notre couche bronze. Ensuite, on a un premier projet DBT qui va transférer ces données-là dans une autre base de données qu'on appelle Raw Database. Et là, on a un deuxième projet DBT qui, lui, va être là pour concrètement implémenter les nouvelles tables, créer les nouvelles tables à partir des données brutes. Donc là, on voit les différents composants, les composants principaux, quoi. D'accord. DBT. Là, tu as hérité de Fivetran parce que tu parlais de Stitch au départ, ça a été remplacé par Fivetran, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, c'est ça. En fait, on a profité aussi de cette migration pour changer l'outil d'intégration de données et partir sur Fivetran, du coup, qu'on trouvait plus adapté, plus performant, avec un catalogue de connecteurs plus large. Et en fait, sur Stitch, on avait parfois des soucis au niveau de l'intégration des données. Et on a fait le choix aussi de partir vers Fivetran. Et ça aussi, ça a rajouté des difficultés parce que le format des données sources changeait un petit peu. Donc voilà, c'est aussi pour ça que on a dû bien faire attention à valider les modèles de données une fois qu'ils ont été migrés. D'accord. Donc sur ce slide, je souhaite parler de la mise en place de Snowflake. Donc moi, ce que j'aime bien de Snowflake, c'est que c'est un service quand même très auto-managé, au sens où il y a un petit travail de configuration à faire, mais pour moi, il me paraît vraiment pas gigantesque. Typiquement, là, si on voulait, on pourrait tout de suite ouvrir un onglet, aller créer un compte Snowflake, et en 5 minutes, on a déjà un data warehouse qui est pleinement opérationnel, et on peut déjà commencer à l'utiliser sans avoir fait de configuration, quoi. Et c'est ça qui est génial à mon sens de Snowflake, et c'est aussi grâce à ça que on a pu faire rapidement la preuve de valeur, parce que c'est un service cloud, auto-managé, très facile à utiliser. En plus, il y a une période d'essai de 30 jours. Donc ça permet de faire la preuve de valeur, quoi. Il y a de limiter les risques. Ouais. Tout à fait. D'accord. Et nous, comme chez Foodles, on a quand même beaucoup d'applications, beaucoup de modèles. On a dû faire un petit peu de configuration, mais c'est pas gigantesque. Ouais, moi, globalement, avant Foodles, je connaissais pas Snowflake. J'avais fait une formation Udemy, en fait, et j'ai réussi à faire cette mise en place. Voilà, je suis loin d'être un expert Snowflake. Bon, je m'y connais un petit peu plus maintenant, mais je suis loin d'être un expert. Voilà, j'ai fait une formation sur Udemy et j'ai pu faire cette migration et cette mise en place, quoi. D'accord. Donc ça c'est important de le souligner. Donc voilà, tu n'étais pas le super gourou en base de données Snowflake et tu as pu quand même mener cette migration à terme.
Bah Ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais. très bien. En plus, ouais, vraiment la documentation de Snowflake est bien faite. Ça se prend, c'est assez intuitif et encore une fois, il y a une interface user-friendly, donc ça aide beaucoup à la prise en main. Ouais. Du coup, là, ce qu'on a mis en place, essentiellement, c'est plusieurs warehouses. Donc, on a mis donc un warehouse, c'est vraiment les machines qui vont exécuter les requêtes. On a mis en place un warehouse pour chaque en fait, charge de travail. Donc là, typiquement, là, j'ai fait un petit screen de l'interface Snowflake qui donne les coûts, les coûts des warehouses. Donc là, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 warehouses. Le premier, c'est Fivetran Warehouse. Donc ça, c'est le warehouse qui est branché à Fivetran et qui fait l'intégration de données. Donc on Ouais, voit que d'accord. c'est celui qui coûte le plus cher. Donc c'est vraiment le chargement des données qui coûte le plus cher chez nous et pas la transformation des données. Le deuxième warehouse, c'est Metabase. Donc c'est notre outil de dashboarding. Donc ça, c'est le deuxième coût le plus important chez nous. Le troisième coût le plus important, c'est Compute Warehouse. Donc ça, en gros, c'est le warehouse qui est dédié à l'équipe data. Donc c'est l'équipe data qui utilise ça, data analyst, data ingénieur, les data scientists qui utilisent ça pour faire leurs requêtes, leur prototypage, leurs analyses. Et le quatrième warehouse, c'est Customer.io. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure, c'est un outil pour envoyer des emails qui va lire des données dans le data warehouse. Et du coup, lui aussi, il utilise du coup du compute. Et enfin, on retrouve en cinquième place donc DBT, voilà, donc l'outil qui va créer nos 300 tables, qui est que en cinquième place en fait au final. Et ça, je trouve ça intéressant c'est ça que je trouve intéressant de Snowflake, c'est qu'on va pouvoir comme ça bien étudier en fait l'impact des différentes charges de travail, ce qui n'est pas forcément le cas avec un BigQuery. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Au sens où là, assez rapidement, on a une bonne idée de nos usages, on voit où on peut faire des optimisations, on voit ce qui nous coûte le plus cher. D'accord. On demandera à des spécialistes de BigQuery peut-être de commenter. Hein. Ils ont certainement je dirais des ABAC permettant de faire la même chose, mais on laissera les spécialistes s'exprimer. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette ventilation effectivement par workload, en fait. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Okay. Donc voilà, il y avait des warehouses à mettre en place. Il y avait également des utilisateurs et des rôles. Voilà, vu qu'on est plusieurs dans l'équipe, il y a ce système de permission à mettre en place. Et ensuite, donc voilà, c'est essentiellement ce qu'il y avait à faire comme configuration. Donc, mettre en place des warehouses, mettre en place des utilisateurs, mettre en place des rôles avec des permissions spécifiques. Et après, c'est bon, on y va, quoi. Il y a plus de travail d'optimisation à faire quasiment pas de travail d'optimisation à faire ensuite pour faire en sorte que les requêtes aillent plus vite. On peut le faire, mais on va dire que c'est pas forcément. En tout cas, ça n'a pas été nécessaire, nous, dans le cadre de cette migration, de le faire de suite, quoi. D'accord. Et du coup, en termes de comment on a fait ensuite pour en termes de plan, on est d'abord parti sur du on-demand. Donc, il y a plusieurs façons de pricer chez Snowflake. Donc, le on-demand, c'est en gros, on rentre sa carte bleue et on paye à l'usage. Et ensuite, sinon, on peut s'engager sur plusieurs années et là, on a des remises. Donc, là, on a fait le choix de partir sur du on-demand d'abord pour bien estimer nos usages pour ensuite partir sur un plan annuel. Et aujourd'hui, on est engagé sur 3 ans. D'accord. Et du coup, Snowflake a été mis en place avec Terraform, qui est un package, package Terraform qui permet de déployer des ressources Snowflake. Ouais, pareil, un grand standard, hein, Terraform, c'est comme ça. DBT, Terraform, Fivetran, c'est un petit peu le triptyque, j'allais dire, assez classique. Une stack data qu'on qualifiera de moderne, voilà, la moderne data stack. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, du coup, pour cette dernière slide, avant-dernière. Donc là, j'ai fait un petit listing des challenges qu'on a rencontrés. Donc, je ne sais pas sur quoi tu veux qu'on s'attarde, Stéphane. Non, mais peut-être 3 points comme ça qui te viennent à l'esprit. Quelles sont les 3 choses les plus importantes sur lesquelles tu as fait un focus dans cette liste-là, peut-être? Oui, bien sûr, ouais. Du coup, en termes, dans ces challenges, c'est un peu les difficultés qu'on a rencontrées. Donc une des difficultés, c'était de migrer certaines requêtes SQL. Donc normalement, la syntaxe SQL entre DBT et Snowflake est censée être la même, mais il y avait quand même des petites, pour certaines requêtes, il y avait des petites spécificités. D'accord. Et dans ces cas-là, il fallait adapter les requêtes. Et ça, c'est quelque chose qui pouvait prendre un peu de temps parfois pour certaines requêtes.
D'accord. Quand on a à faire que du copier-coller, ça va assez vite, quoi. Voilà, entre guillemets, on peut migrer comme ça plusieurs dizaines de tables assez rapidement. Mais voilà, dès qu'il commence à avoir des petites adaptations à faire, c'est là qu'on peut perdre plusieurs heures. Ouais. Et du coup, moi, pour réussir à surmonter ça, j'ai pas mal utilisé ChatGPT. ChatGPT est très fort pour convertir des requêtes SQL. Vraiment, ça m'a bien aidé. Ça pourra faire l'objet d'une seconde émission où tu nous montres un petit peu le dessous du capot et comment tu as utilisé ChatGPT. Comme ça me donne une idée, comme ça en live. Oui, carrément, avec plaisir. Je sais que ChatGPT, voilà, c'est un sujet un peu chaud, mais moi, je suis assez fan d'utiliser. Je recommande fortement ChatGPT. Voilà, je trouve que c'est un formidable outil pour être plus efficace. Ouais. Donc là, on a vu que la migration s'est étalée sur 6 mois, mais le switch, quand tu as décidé de passer d'un système à l'autre, il y a eu un double run ou c'est carrément, tu as tourné le bouton et tu as switché sur le nouveau système? Comment ça s'est goupillé ça? Ouais. Bah, en fait, oui, pendant un certain temps, en fait, on a fait une phase quand même on s'est dit pendant un mois, on va. En fait, on a fait la coupure au fur et à mesure. Ouais. On a fait la coupure au fur et à mesure. Donc, par exemple, quand on avait fini de migrer les modèles DBT, on s'est dit, bon, bah là, on va friser, enfin voilà, on va friser les modèles DBT dans Postgre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les corrections, toutes les demandes, toutes les nouvelles fonctionnalités, on ne les fait plus dans DBT sur Postgre, on les fait dans Snowflake. Mais on garde quand même les données. Et ensuite, du coup, une fois que les dashboards et les questions ont été migrées, eh bien, dans Snowflake, eh bien, on n'a pas pour autant supprimé les données de Postgre. En fait, on a gardé les données de Postgre quand même au cas où. Au cas Et où. on a eu un petit temps d'observation quand même. C'est-à-dire, on s'est dit, pendant un mois, on va garder les données de Postgre. On continue à les mettre à jour si jamais il y a un souci, quoi. Et je ne me souviens plus exactement de la période, mais c'était quelques semaines où pendant quelques semaines, tout était sur Snowflake et on gardait quand même Postgre à côté au cas où on avait oublié des choses, quoi. Mais à la fin, on a quand même fait le choix de vraiment, du coup, couper, supprimer totalement le data warehouse Postgre. Du coup, j'ai eu l'honneur d'appuyer sur le bouton suppression du data warehouse Postgre. C'était un grand plaisir. C'était vraiment chouette de pouvoir appuyer sur ce bouton. Ça a marqué la fin d'un gros projet de migration. D'accord. Donc globalement, tout s'est bien passé. Est-ce que tu as rencontré vraiment un super gros problème, non? Si tu en avais un comme ça qui te revient à l'esprit, non? Finalement, j'ai l'impression que tout s'est passé assez de manière fluide, en fait. Ouais, ça a été assez fluide. On n'a pas eu de grosses difficultés ou de. Je me souviens pas vraiment avoir su à grosse bout à un moment et me dire, oh mince, catastrophe. C'était vraiment plus un marathon, quoi, un projet de longue haleine où il a fallu être appliqué tout au long de la durée du projet. Après, je pense que là, ce qui a bien marché, c'est que ça a bien été planifié. On a bien fait l'effort de planification grâce à mon manager Florent. Ça a bien aidé. Mais non, je me souviens pas de grosses difficultés. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a observé de très beaux gains de performance. Donc ça, c'était assez impressionnant au sens où avant, il y avait beaucoup de plaintes de performance. Là, maintenant, il n'y en a plus du tout. Vraiment, il n'y en a plus. Et un autre gros gain de performance qui a été observé aussi, c'est sur le job DBT en charge de mettre à jour les données. Donc au début, il tournait en 5 heures, et là, aujourd'hui, il tourne en 50 minutes, quoi. Donc, division par 6. Et sur certaines requêtes aussi, on a divisé, sur certaines requêtes, on a eu des divisions de l'ordre de 20, quoi. Enfin, voilà, ça allait 20 fois plus vite. Et toute l'équipe data était super heureuse parce qu'ils n'avaient plus à attendre 2 minutes pour faire leur requête. Et ça a été vraiment un game changer, cette migration vers Snowflake. D'accord. En tout cas, merci pour ce témoignage. Je crois que tu as encore un dernier slide, peut-être. Ah oui. Oui, bah oui. Je ne sais pas si tu veux que je le présente. Non, mais écoute, je pense que là, tu as fait un bon résumé finalement d'une migration qui s'est déroulée en 6 mois. Voilà, 300 tables. Peut-être comment dire ça, une idée des volumes. On n'a pas fait de zoom sur Fivetran, mais ça pourra faire l'objet d'une émission numéro 2. Et on n'a pas fait de zoom sur ou ouvert le capot sur ChatGPT. Ça fera l'objet d'une émission numéro 3. Et en tout cas, merci pour ce témoignage. Je pense que ça a été rondement mené. Donc, bravo à l'équipe Foodles. Et la
la conclusion, c'est que les frigos sont pleins dans les entreprises avec les bons ingrédients tous les jours. Oui, oui. Puis oui, bah oui, exactement. Puis moi aussi, je voulais aussi remercier, du coup, je voulais te remercier de m'avoir invité. Puis je voulais aussi remercier, du coup, Florent, mon manager, Head of Data chez Foodles, qui m'a aidé dans la planification de ce projet et pour sa confiance aussi. Puis aussi remercier Lucas, du coup, mon CTO, qui m'a aussi fait confiance pour ce beau projet de migration. Bon, bah super. En tout cas, merci pour ce témoignage, Alexandre. Merci à toute l'équipe Foodles qui a été derrière toi pour t'aider aussi à ça. Et puis, écoute, à très bientôt pour les aventures ChatGPT, Fivetran, Chain Data Capture. Avec plaisir, Stéphane. Merci Alexandre, à bientôt. Merci, à bientôt.